Bonjour YouTube, bienvenue dans une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que tu vas bien. Nous venons de l'apprendre, enfin ça fait quelques jours maintenant, François Bayrou convoque une session extraordinaire du Parlement au début du mois de juillet. Nous allons donc avoir quelques questions d'actualité au gouvernement en rab les 2 premières semaines de juillet, donc fantastique. On va avoir encore 2 semaines supplémentaires avant que les vacances parlementaires ne soient prononcées. Nous sommes à quelques minutes de l'ouverture de cette séance de questions pour aujourd'hui, le 18 juin 2025. Voilà, c'est pas l'appel, c'est les QAG du 18 juin. On va aborder des sujets, notamment sur l'Ukraine, notamment sur le conclave des retraites, et bien d'autres sujets. Et je me demande, voilà, on a 11 questions prévues du côté de l'Assemblée nationale. Ensuite, on passera au Sénat. Ah, de ce que je vois, c'est Yael Braun-Pivet aujourd'hui qui préside, par rapport à la semaine dernière où c'était Naïma Mouchou. Voilà, c'est Yael Braun-Pivet donc, qui est en train de monter en direction du perchoir. On va avoir les images d'ici quelques instants. Je vous rappelle donc qu'on est pour Twitch en direct de l'Assemblée nationale. On va suivre ce direct ensemble de questions d'actualité au gouvernement. Pour celles et ceux qui découvrent le format, puisqu'il y en a toujours quelques-uns qui arrivent sur chacune des VOD que je poste, déjà bonjour à vous, installez-vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et surtout, pour vous préciser comment ça fonctionne, on va avoir une succession d'interventions. Les députés qui prennent la parole vont avoir 2 minutes d'expression, le gouvernement va avoir 2 minutes pour répondre, et si jamais on n'a pas épuisé son temps de parole, on a le droit à une relance pour ne pas dépasser de ces 2 sacro-saintes minutes de temps de parole. Voilà, ça y est, on a les premières images. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui monte au perchoir. Oula, j'ai quelques sautes d'images. Et qui va donc ouvrir cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Bonjour à tous. Monsieur Balanan. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Édouard Ballanon? La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Emmanuel Bléry pour le Rassemblement national. Le groupe du Rassemblement national Merci, qui inaugure cette Madame la Présidente, séance. ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Ils participent à la souveraineté alimentaire, ils sauvent des vies, ils font partie de services publics, de police par exemple, ils guident les aveugles, ils accompagnent les gens les plus vulnérables. Je veux parler de nos animaux domestiques. Chaque année en France, plus de 100 000 chiens et chats sont abandonnés, dont près de 60 000 en été. C'est un triste record européen. Ces animaux livrés à eux-mêmes sur la voie publique sont pris en charge par les administrations, les fourrières, avec le risque d'être euthanasiés par le manque de place dans les structures associatives qui, elles, gèrent leur adoption. Il y a un peu plus d'1 an, en mai 2024, votre ministère annonçait un plan national en grande pompe pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie. Ce plan devait être le pivot de la lutte contre l'abandon. J'en ai pas entendu parler. 1 an plus tard, force est de constater que rien n'a été fait, comme d'habitude, j'allais dire, avec votre gouvernement. Pas de décret, pas de circulaire, pas de ligne budgétaire, aucun outil réglementaire ou financier à destination de nos élus locaux ou du monde associatif. Gandhi disait « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». Ma question est simple, Madame la Ministre. L'été, c'est dans 3 jours, dans quelques heures. Faudra-t-il, encore une fois de plus, attendre des images insoutenables d'animaux abandonnés sur la voie publique pour enfin réagir? Je vous remercie. Oui, on détient effectivement le record d'abandon d'animaux domestiques. Donc qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ces abandons? Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Bléry. La semaine prochaine, vous le savez, aura lieu la journée de lutte contre l'abandon des animaux de compagnie, enjeu majeur spécialement avant l'été. Et c'est une question qui est chère aux Français, vous en êtes le porte-parole et vous avez raison d'aborder ce sujet. Tout d'abord, je voudrais dire que le gouvernement, depuis plusieurs années, est engagé avec détermination en faveur du bien-être animal, en réponse à une attente sociétale qui est des plus légitimes. Comment ça? Il condamne fermement toute forme de maltraitance, qu'il s'agisse des élevages, de l'abattage ou des animaux de compagnie. Je vous rappelle le plan France Relance. 36 millions d'euros ont été mobilisés depuis 2020 pour soutenir les associations de protection animale et la médecine vétérinaire solidaire que j'ai eu l'occasion de visiter au moment du Salon de l'agriculture. 36 millions. La loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale a permis des avancées concrètes et vous évoquez le plan national pour le bien-être des animaux de compagnie. Alors plusieurs remarques. Tout d'abord, une évolution de la législation européenne est en cours sous l'impulsion de l'État français
avec la proposition de la Commission relative au bien-être et à la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché européen. Nous participons activement aux discussions européennes sur ce projet de règlement. Par ailleurs, le Sénat a diligenté une mission flash sur le sujet et les conclusions m'ont été transmises le 12 juin dernier. Je compte évidemment y donner une suite réelle via un plan d'action que j'annoncerai prochainement. Il s'agit de rendre la réglementation actuelle plus protectrice, je vous rejoins, et je veux vous annoncer enfin que je lancerai dans les prochaines semaines une grande campagne estivale de lutte contre l'abandon des animaux de compagnie. Je vous remercie. Donc on va avoir des Merci beaucoup, chiffres et un Madame la plan dans les ministre, Monsieur le prochaines député. semaines. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai entendu vos propositions, donc prenons rendez-vous, parce que si l'animal est le meilleur ami de l'homme, je crois que nous devons en être leur plus fidèle protecteur. Merci. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Travert pour le groupe Ensemble pour la République. Les députés Merci, Madame macronistes. la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée en charge de la politique de la ville. Madame la Ministre, vous avez mis en place plusieurs initiatives fortes pour promouvoir l'inclusion économique et sociale dans les quartiers prioritaires. Je sais votre attachement et au-delà de vos fonctions actuelles à la construction d'une politique de la ville qui promeut l'égalité des chances, combat les assignations à résidence qui touchent encore de trop nombreux jeunes de nos quartiers. Comment ça? Pouvez-vous nous rappeler les engagements concrets de vos actions de politique de la ville, notamment en matière d'inclusion et de formation pour la jeunesse? Dans ce cadre, pourriez-vous revenir sur les engagements concrets portés par votre ministère en matière d'inclusion, de formation et d'autonomie professionnelle pour la jeunesse des quartiers prioritaires? Je pense notamment au déploiement du bus de l'entrepreneuriat ou encore au Cité Lab que vous avez récemment inauguré à Tours. Je souhaite aussi attirer votre attention sur les quartiers prioritaires des villes moyennes et rurales, parfois moins visibles dans le débat public. C'est le cas du quartier des Clairefontaines à Coutances, dans ma circonscription, dans la Manche, qui reste aujourd'hui classé quartier prioritaire de la ville. Il concentre des fragilités sociales importantes avec un taux de pauvreté supérieur à 40% et représente une proportion élevée de familles monoparentales. Ainsi, Madame la Ministre, quels leviers spécifiques entendez-vous mobiliser et actionner pour que les jeunes de ces territoires où l'accès à la formation, à l'emploi peuvent s'avérer plus difficiles que dans les grandes agglomérations et métropoles? Comment envisagez-vous d'accompagner les dispositifs de médiation dans ces quartiers pour assurer l'émancipation de la jeunesse et de la lutte contre les inégalités du destin? Quelles sont vos intentions pour renforcer ces dispositifs et quels partenariats comptez-vous développer pour y parvenir? Ça fait beaucoup de questions. Comment les dispositifs dédiés à l'enfance, à la jeunesse, dans les quartiers populaires, s'inscrivent-ils dans cette démarche globale d'inclusion et de formation? Je vous remercie d'apporter ces éléments devant la représentation nationale. Merci Madame la Ministre. Ça fait beaucoup de Merci questions, hein. Ça va être beaucoup, compliqué d'y Monsieur le répondre en 2 député. minutes. La parole est à Madame Juliette Méadel, ministre en charge de la ville. Qu'est-ce qu'on fait pour l'inclusion en ville? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, cher Pour résumer. Stéphane Travert, votre question est d'autant plus pertinente que dans la Manche, comme dans les 1609 quartiers politiques de la ville dont nous nous occupons, le taux d'emploi des jeunes est inférieur à la moyenne nationale et le taux de chômage est 2,3 fois supérieur à celui des territoires environnants. Par ailleurs, c'est une population extrêmement jeune et c'est la raison pour laquelle le premier objectif du comité interministériel des villes présidé par le Premier ministre à Montpellier le 6 juin dernier était de mettre l'accent sur l'investissement dans l'enfance et la jeunesse, parce que vous avez raison de dire que ces jeunes sont hélas majoritairement issus de familles monoparentales et donc vivent dans des situations de précarité sociale et familiale inédites. Nous avons donc décidé lors de ce dernier CIV de faire des quartiers des centres économiques de ressources économiques légales. Car il y a un dynamisme inédit, on ne le dit pas assez. Il y a un taux d'entreprise qui se crée chaque jour plus important qu'ailleurs. Et donc, nous œuvrons dans 3 directions. D'abord, nous allons créer plus d'entreprises dans les quartiers et nous avons pour cela lancé un fonds public d'investissement de 60 millions d'euros dans le cadre d'Entrepreneuriat Quartier 2030. C'est un programme essentiel. Ils comptent quand même pas les entrepreneurs dans les entreprises. Il y a un effet de levier considérable.
1 euro d'argent public génère 9 euros d'argent privé. Nous avons aussi réussi à attirer des investissements privés et notamment de faire venir des entreprises grâce à un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices qui vont permettre d'attirer les entreprises qui investissent principalement dans le cadre du commerce, de l'artisanat. Et puis, nous allons bien sûr améliorer l'accès à la formation et à l'emploi pour vous répondre, notamment avec un objectif de 80 000 apprentis originaires des quartiers. Et enfin, j'ai signé avec la Caisse des dépôts une convention de 350 millions d'euros. C'est une convention inédite jusqu'à 2027, ce qui va nous permettre d'attirer encore davantage d'activités économiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on La crée parole des est à entreprises. Monsieur Christophe Bex pour le groupe La France Insoumise. La France Insoumise, les députés de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je vais vous parler d'un petit bout de territoire où se trouve depuis plus de 25 ans un laboratoire. Inconnu par le grand public, étonnant car les enjeux sont considérables pour notre industrie et en particulier l'industrie du nucléaire. Il y est prévu le projet insensé du millénaire, creuser pendant plus de 150 ans, 300 km de galeries, soit 1,5 fois la longueur du métro parisien. Stocker à 500 mètres sous terre des déchets concentrant à eux seuls 99,9% de la radioactivité. Des déchets d'une durée de vie moyenne de 200 000 ans. Bure est le train d'atterrissage de l'industrie nucléaire. Bure et ses environs colonisés avant d'être irradiés. Où les vies comptent moins que les autres. Où on exproprie les terres et les consciences, où les élus locaux ont cru à la carotte financière. Bure n'est pas seulement le laboratoire des déchets ultra-radioactifs, il est le laboratoire de la répression. Mais le 5 juin dernier, la justice a ordonné la relaxe générale pour les 3 derniers prévenus, désavouant ainsi les politiques répressives qui ont pesé sur des dizaines de personnes, des familles, pendant 8 années. Cette relaxe, c'est la défaite du talon de fer, écrasant la démocratie, instrumentalisant les procédures judiciaires, réprimant violemment toutes les contestations. Ça te parle tout ça, Adam ? Autour de la 69, les soulèvements de la terre et à Bure. Alors ma question, quelle réparation prévoyez-vous pour ces personnes injustement poursuivies, pour ces vies empêchées et cette lutte entravée ? Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un sujet local parce que j'ai pas vraiment compris grand-chose, sinon qu'on parle d'enfouissement des déchets nucléaires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Bex, vous posez avec votre question une question importante, celle de l'enfouissement des déchets, et au-delà de la responsabilité que nous devons à l'environnement et aux personnes, au regard de ce choix historique qui a été fait par la France, qui est celui de l'énergie nucléaire. Et c'est un choix, vous le savez, que nous assumons pleinement. Vous l'avez souligné, la gestion des déchets, c'est un sujet lourd. 99,9% de la radioactivité est contenue dans 2,5% des déchets, les déchets de moyenne et haute activité, qui sont effectivement l'objet du projet de Bure, du projet CIGEO. Dire que le stockage géologique profond est une solution pérenne, ça a été salué, ça a été acté à la fois par la loi française, mais aussi par les textes européens. Et c'est la raison pour laquelle ce projet a toute légitimité. J'ajoute que sur ce projet, il faut également écouter la voix des élus. En 1998, les départements de la Meuse et de la Haute-Marne se sont portés volontaires pour accueillir ce laboratoire de recherche que vous avez évoqué. Et je pense qu'il faut également écouter les élus lorsqu'ils voient les potentialités pour leur territoire d'un projet industriel de cette ampleur. Je pense qu'il faut se réjouir de l'avancement du projet CIGEO, dont la décision d'autorisation est envisagée. Mais alors, quel est le but de ce projet ? Il faut s'en réjouir et d'ici là, il faut continuer le dialogue avec les élus autour de ce projet de territoire. Il se trouve que j'étais il y a quelques semaines en Haute-Marne et que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux à l'occasion d'une visite de site industriel. Les élus sont demandeurs, notamment, d'une fiscalité qui soit équitablement répartie afin que les bénéfices de ce projet industriel échoient à l'ensemble du territoire. L'État y est prêt, le dialogue se poursuit et nous allons continuer à miser sur le nucléaire en toute responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, pour ne pas connaître un Stocamine puissance 1000, il est temps de siffler la fin de ce projet lors de la manifestation du futur à Bure qu'aura lieu le 20 septembre 2025. En cette journée d'appel, soyons nombreux à Bure le 20 septembre. Merci beaucoup, Monsieur le député.
La parole est à monsieur Paul Christophe pour le groupe socialiste. Allez, les socialistes maintenant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, cette nuit, le conclave sur les retraites s'est achevé sur un échec. Un rendez-vous de la dernière chance est donné le 23 juin, mais les partenaires sociaux sont hésitants à s'y rendre. Et nous les comprenons. Vous vous étiez engagé à ce que les discussions soient sans totem ni tabou, y compris sur la mesure d'âge. Mais à plusieurs reprises, alors que la négociation sociale était en cours, vous avez écarté la possibilité de revenir sur l'âge de départ, conduisant d'ailleurs une partie des organisations syndicales à quitter la table des discussions. Cette semaine encore, vous êtes allé jusqu'à formuler une proposition pour maintenir les seniors dans l'emploi, à rebours du mandat donné aux partenaires sociaux, et dans le seul espoir de gagner du temps. Depuis 6 mois, vous n'avez eu de cesse de fragiliser une négociation dont vous auriez dû être le premier et le principal garant. Monsieur le Premier ministre, en janvier dernier, vous vous êtes engagé par écrit à ce que le Parlement ait en tout état de cause, c'est ce que vous avez écrit, le dernier mot sur cette réforme. Mais hier, en réponse au président Vallaud, vous êtes revenu sur cet engagement et vous avez trahi votre parole. S'il n'y a pas d'accord, aucun texte ne sera soumis au Parlement. Pourtant, vous le savez, il existe une majorité pour abroger cette réforme injuste. Il y a moins de 15 jours, l'Assemblée nationale a adopté à une très large majorité une résolution exigeant son abrogation. Après avoir entravé la démocratie sociale, allez-vous également bafouer la démocratie parlementaire? Après tant de renoncements, tiendrez-vous finalement les engagements pris devant nous? Permettrez-vous enfin que s'exprime la représentation nationale? Le PS qui menace donc d'une motion de censure contre François Bayrou si jamais il n'y a pas de débat sur les retraites. Voilà, pour vous recontextualiser. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Christophe, Monsieur le député, vous faites allusion aux discussions qui se sont passées jusque tard cette nuit entre les partenaires sociaux. Vous le savez, le mandat qui a été donné aux partenaires sociaux par le Premier ministre, vous l'avez dit, c'est effectivement de discuter sans tabou pour améliorer notre système de retraite. Vous savez aussi que les discussions portent sur différents sujets, l'un d'entre eux étant l'usure professionnelle, la compensation de cette usure professionnelle. Il y a également la place des femmes et du travail des femmes, dont on sait que ce sont elles qui ont le plus de difficultés à avoir des retraites complètes eu égard à l'activité professionnelle qui a été la leur. Il s'avère que, effectivement, hier soir, les débats n'étaient pas totalement conclusifs. Et c'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont décidé de se donner jusqu'à lundi pour travailler et de se retrouver lundi, le 23 juin. Donc à ce stade, rien n'est terminé. Ça, c'est pour l'aspect calendaire. Maintenant, si nous parlons du sujet en tant que tel, la mesure demandée par le Premier ministre, c'est effectivement travailler sans tabou en s'engageant à un équilibre structurel. C'est ça le sujet. Et la lettre à laquelle vous faites allusion de Monsieur le Premier ministre est une lettre dans laquelle le Premier ministre s'est engagé effectivement à revenir devant le Parlement. La fin de la phrase est claire, il faut un accord politique et un équilibre financier. Voilà l'ensemble de la lettre écrite par Monsieur le Premier ministre. Donc vous le voyez, nous ne sommes pas encore à la totalité des conditions, rien n'est terminé. Nous sommes mercredi 18 juin, il est 14h20, il reste Merci pour l'horloge parlante. Pour que les uns et les autres continuent à discuter. Les Français nous attendent et je ne doute pas que nous trouverons une issue. Merci. Vous voyez comment elle a esquivé la question de l'âge? Madame la ministre, débattons-en à l'Assemblée nationale. Et si vous ne donnez pas le dernier mot au Parlement, il le prendra et vous partirez. Bah, dis donc. J'ai pas l'habitude d'entendre le Parti socialiste aussi clair. La parole est à présent Madame Alexandra Martin pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Justice, la pédocriminalité en ligne est une réalité de plus en plus préoccupante. Le développement du numérique et de l'intelligence artificielle générative, certes vecteurs de savoir et d'opportunités, ont ouvert la voie à des formes inédites d'atteintes graves aux mineurs, manipulation psychologique, harcèlement, chantage sexuel après avoir trafiqué des photos ou vidéos, ou encore des viols simulés dans des univers immersifs. Ces actes, bien que virtuels dans leur forme, ont des conséquences psychologiques profondes et bien réelles. Ces pratiques
en constante évolution se diffusent à grande échelle. Les atteintes numériques à l'encontre des enfants ont augmenté de 45% en 2024. J'ai pu travailler aux côtés d'associations remarquables qui œuvrent pour sensibiliser, prévenir, détecter, signaler, comme Caméléon, Point de Contact, Fondation pour l'enfance et d'autres. Et je veux saluer le travail de Pharos, de l'OFMIN, des gendarmes, de la police et de la gendarmerie. Ces échanges, l'ampleur et la gravité oui, maintenant le congrès est terminé. Ouais. de la nécessité d'adapter le droit à ces nouvelles pratiques malveillantes, délictuelles et criminelles. J'ai en ce sens déposé une proposition de loi visant à mieux lutter contre la cyberpédocriminalité. Ce texte insiste sur la responsabilisation des plateformes et certaines, plus que d'autres, s'y attellent, l'adaptation de notre droit aux usages malveillants numériques et le renforcement de la prévention auprès des familles, des enfants et des professionnels. Bien sûr, ce combat ne sera pas gagné par un seul acteur. Il exige l'engagement de tous. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles actions concrètes votre ministère entend mener pour accompagner ces efforts et renforcer les outils juridiques existants pour que la justice soit pleinement armée pour répondre à ces nouvelles formes de menaces envers nos enfants? Merci. J'irai jeter un œil à cette Merci PPL beaucoup, parce qu'elle a l'air Madame la députée. intéressante. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, Oula. garde des Sceaux et ministre de la Justice. Par contre, ça va être Gérald. Oh là là. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martin, d'abord je voudrais saluer votre engagement dans la protection de nos enfants, des mineurs, qui est évidemment un grand drame que cette cybercriminalité, et notamment la cyberpédocriminalité qui touche bien au-delà de nos frontières toutes les familles et qui peut toucher chacune et chacun d'entre nous en utilisation des logiciels informatiques aujourd'hui, mais aussi en utilisant les échanges de vidéos et de photos qui poussent à des actes incestueux et à des viols ou à des agressions sexuelles. Vous avez été reçue à mon cabinet, Madame la députée. Votre proposition de loi signée par 43 de vos collègues, quel que soit leur groupe politique, montre à quel point vous êtes soutenus. Et personnellement, je veux apporter mon soutien à votre proposition de loi si elle devait être discutée dans l'hémicycle. Vous savez que depuis la fin du mois de janvier, j'ai adressé une circulaire de politique pénale qui touche notamment la protection des mineurs. Parmi les trois objectifs que j'ai fixés au procureur de la République, de les poursuivre systématiquement tout ce qui a été signalé à l'autorité des procureurs. Nous sommes aussi aidés par la loi du 21 mai 2024 dite Sren pour lutter contre un certain nombre de difficultés qu'on connaît à Internet. Et comme ministre de l'Intérieur, je sais que M. Buffet comme M. Retailleau poursuivent ce que j'ai imaginé et créé, c'est l'Office national qui lutte contre les crimes qui touchent les mineurs et qui n'existaient pas auparavant et qui permet de faire cette doctrine en lien avec la justice. Je veux donc dire, Madame la députée, à quel point nous allons, et nous continuons avec le ministre de l'Intérieur, à mettre des moyens dans les salles Mélanie, les moyens technologiques pour lutter contre la cybercriminalité qui touche les mineurs, contre les viols, notamment dans le cadre familial, mais que votre proposition de loi serait la bienvenue et que je serais heureux de donner un avis favorable en y travaillant avec l'ensemble de la souveraineté nationale. Merci beaucoup. Donc en plus, ça a l'air d'être une ministre. PPL transpartisane signée par plusieurs groupes. Monsieur Nicolas Thierry, Intéressant. pour le groupe écologiste et social. Les écologistes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, une étude scientifique internationale d'une ampleur inédite, la plus vaste réalisée à ce jour, vient d'être publiée sur les effets du glyphosate. Menée par une équipe internationale, elle s'appuie sur une observation de longue durée, portant sur un large échantillon et sur un protocole d'une rigueur rarement atteint. Et les résultats sont sans appel. Même à faible dose, pourtant conforme à la norme européenne actuellement en vigueur, l'exposition prolongée au glyphosate provoque des leucémies précoces et de multiples tumeurs. Tiens donc. Pourtant, vous le savez, l'autorisation du glyphosate a été renouvelée jusqu'en 2033. 10 ans de plus d'exposition pour nos agriculteurs, 10 ans de résidus de glyphosate dans nos aliments, 10 ans de perdus contre les cancers. Je ne peux imaginer, Monsieur le Ministre, que vous soyez sourd aux immenses préoccupations de la population sur les toxiques qui empoisonnent nos vies. Je veux d'ailleurs ici relayer l'appel à une mobilisation massive le 29 juin contre la loi du plomb, dont les mesures inquiètent nos concitoyens. Je ne peux pas non plus vous imaginer insensible à cette nouvelle étude sur le glyphosate, car je vous sais engagé dans la lutte contre le cancer. Je le rappelle une nouvelle fois, cette étude d'ampleur démontre que le glyphosate provoque des cancers à des doses jugées aujourd'hui sûres par l'Union européenne. Ces nouveaux résultats changent donc la donne. Le statu quo n'est plus tenable. Monsieur le ministre, j'ai donc deux questions très précises. À la lumière des résultats de cette étude inédite, la France va-t-elle interpeller la Commission européenne et demander la révision de la réautorisation du glyphosate? Et si la Commission reste sourde, allez-vous activer le principe de précaution et interdire cette substance sur notre sol? Merci.
Très intéressant comme Je vous question. remercie, monsieur Qu'est-ce le qu'on fait? député. La parole est à monsieur Surtout que c'est une Yannick Lebert, compétence européenne. ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Madame la Présidente, Monsieur le député Thierry, Madame et Messieurs les députés, effectivement, nous avons tous pris connaissance de cette étude qui a été publiée dans Le Monde, qui, je le rappelle, concerne non pas une étude humaine, mais une étude sur des rats. Donc, premier point. Deuxième point, il est important de mesurer. Non. Deuxièmement, il est important de mesurer effectivement l'effet d'imprégnation dans la population française Non. du glyphosate. Tu vas pas faire C'est ça. à ce titre-là que nous avons diligenté une nouvelle étude, l'étude Alban, qui a débuté début juin par Santé publique France et l'ANSES, et qui donnera ses résultats en 2027. Il reste naturellement à signaler que les populations exposées professionnellement ou en population générale restent actuellement en dessous de la valeur sanitaire de référence. En termes de cancérogénicité du glyphosate, les différences de conclusion sur le potentiel cancérigène du glyphosate persistent entre, d'une part, le Centre international de recherche pour le cancer et l'Agence européenne des produits chimiques. Le CIRC a classé le glyphosate en catégorie 2A comme cancérogène probable, alors qu'en mai 2022, l'Agence européenne des produits chimiques a quant à lui conclu que les conditions pour la classification du glyphosate comme cancérigène n'étaient pas réunies. Nous avons donc un avis de l'ANSES qui sera publié fin juin. Nous aurons, Madame la députée, un avis de l'ANSES qui sera député fin juin. L'ANSES a été saisie par la Direction générale de la santé le 15 février 2023 et plusieurs demandes sont liées sur les pesticides et leurs métabolites. Il y aura un 4e livrable de l'ANSES qui a été fait le 5 mai 2024 dernier et naturellement il appartiendra donc à l'Agence européenne des pesticides de nous dire si effectivement elle revoit sa doctrine vis-à-vis du glyphosate et la France se soumettra aux conditions qui seront décidées par l'Union européenne. C'est fou, hein. Le résultat leur convient pas, donc ils refont une enquête Monsieur le ministre, pour pour votre réponse, temporiser mais dans 2 ans. La situation que vous décrivez, c'est le principe de précaution qui doit prévaloir. Puisque, évidemment, on a un faisceau de preuves aujourd'hui qui montre avec le CIRC, cette nouvelle étude, qu'il y a des effets sur la population. Eh bien, si vous êtes responsable, c'est bien le principe de précaution qui doit prévaloir pour protéger les Françaises et les Français. Ils savent qu'ils seront plus au pouvoir en 2027, donc ils peuvent renvoyer la patate chaude à ceux qui suivront. Pour le groupe démocrate. Allez, les démocrates, les députés de François Bayrou. Tiens, parlons de responsabilité. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Armées, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la violence du Kremlin est de plus en plus débridée. Ces dernières semaines et en particulier ces dernières 24 heures, Kiev, Tchernihiv et plusieurs villes d'Ukraine ont subi les bombardements les plus massifs depuis 2022, éventrant des immeubles d'habitation, des infrastructures civiles, des maternités, tuant des enfants et des hommes, 15 morts dans leur sommeil. J'ai une pensée pour mes amis de Tchernihiv, en particulier Yulia, présidente du Businesswomen pour l'Ukraine, dont les enfants ont dormi sous les bombes. Pour nos collègues de la Rada, et en particulier son président que notre Assemblée accueille aujourd'hui, les économistes de notre école française à Kiev qui travaillent dans le shelter, pour nos ressortissants et entrepreneurs sur place, pour nos agents sur place. Le président américain, qui promettait de mettre fin à la guerre, n'a pas fait reculer d'un iota Vladimir Poutine. Pire, il semble même lui avoir donné un permis de tuer. Moscou observe avec délectation la nouvelle administration américaine reprendre ses éléments de langage, son narratif et savoure. Devant l'impasse des négociations, la pusillanimité de l'administration Trump et la posture de plus en plus agressive et criminelle du Kremlin, l'Europe et la France doivent monter en puissance dans leur soutien à l'Ukraine. Je salue la livraison et l'efficacité de nos Mirages donnés à l'Ukraine, qui ont pu être utilisés dans la défense aérienne, mais ce n'est pas suffisant. Nous, Monsieur le Ministre, que faisons-nous pour protéger les civils ukrainiens? Combien de temps allons-nous supporter les pratiques odieuses du Kremlin que nous avons déjà observées il y a 20 ans à Grozny en Tchétchénie, il y a 10 ans à Alep en Syrie? Je rase, je bombarde, je tue les civils, je sidère et je garde la main. Combien de temps allons-nous supporter encore de nous réveiller chaque matin en constatant les deuils,
Les bâtiments effondrés, les désespoirs, les destins personnels brisés et les bombes psychologiques à retardement que cette barbarie nous promet. Monsieur le ministre, comptez-vous remettre sur la table des échanges avec nos partenaires européens la question de la protection du ciel ukrainien? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça commence à faire un moment et je suis en train de me demander est-ce qu'on verra la fin de la guerre en Ukraine? Ministre en charge de la mémoire et des anciens combattants. J'espère. Merci Madame la Présidente. Je ne peux qu'espérer. Monsieur le député Petit, je vous prie d'excuser le ministre des Armées qui est pris actuellement par d'autres engagements au Bourget. Chaque victime ukrainienne est un drame que je déplore. Et je veux ici assurer le peuple ukrainien de notre soutien. Face à ces tragédies, le ministère des Armées agit comme il l'a fait depuis février 2022, en donnant à l'Ukraine des moyens pour assurer sa défense. La menace principale à laquelle font face les victimes ukrainiennes vient des airs. La France est attachée avec ses partenaires à fournir à l'Ukraine les moyens les plus performants pour se défendre contre les attaques aériennes russes. Monsieur le député, vous avez cité les avions de chasse Mirage 2000-5 qui font un travail remarquable en Ukraine. Nous avons non seulement fourni à l'Ukraine ces avions et leur armement, mais nous avons également formé en France ceux qui les mettent en œuvre. Il faut également mentionner les différents systèmes que nous avons fournis à l'Ukraine pour compléter sa défense antiaérienne. Des radars de surveillance aérienne pour détecter la menace aérienne, ce qui est le préalable à toute action contre les drones et les missiles russes. Des missiles de défense sol-air très courte portée, Mistral, à la pointe de la technologie. Un système de défense sol-air moyenne portée, SAMT, qui là encore est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Pour chacune de ces livraisons, nous avons aussi formé les Ukrainiens et nous fournissons les pièces et les maintenances nécessaires. Je veux également mentionner les équipements de pointe qui sont les missiles de croisière Scalp et les canons César qui renforcent les capacités de l'armée ukrainienne et lui permettent de se défendre dans son territoire attaqué. Monsieur le député, vous le voyez, nous sommes pleinement engagés dans le soutien à l'Ukraine et nous sommes déterminés à poursuivre cette voie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous aurons effectivement le plaisir de recevoir Ruslan Stefanchuk, président de la Rada, dans l'après-midi. C'est le Parlement ukrainien. Avec une délégation ukrainienne. Je voudrais passer la parole à Monsieur Paul Molac pour le groupe LIOT. Liberté, indépendance, outre-mer et territoire. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, l'agriculture biologique a besoin de soutien. C'est une question majeure pour notre agriculture, pour la qualité de notre alimentation, la préservation de nos sols et la qualité de nos masses d'eau. Madame la ministre, certaines de vos récentes annonces ont pu interroger. Vous avez décidé il y a quelques semaines de réduire de 15 millions d'euros le budget de l'agence bio. C'est autant d'argent en moins pour des campagnes de communication à destination des consommateurs et pour l'aide à la structuration des filières bio. Aujourd'hui, l'État dispose d'ores et déjà d'un reliquat de 250 millions d'euros non consommés au sein du budget de la PAC dans le cadre des aides à la conversion en bio. Or, vous avez annoncé, lors d'un déplacement dans le Gers, département de mon collègue David Topiak, que vous avez souhaité prendre 50 millions de ce fonds en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs. Je ne peux que souscrire à votre volonté de favoriser l'installation des nouveaux exploitants. Mais convenez ici que l'argent destiné à l'agriculture bio sera dépensé en majorité pour l'agriculture conventionnelle. Madame la ministre, la conjoncture reste préoccupante. C'est dans ce contexte que la Chambre d'agriculture de Bretagne a récemment demandé une accentuation des aides au bio. On pense évidemment aux aides au maintien. Pouvez-vous nous assurer, Madame la ministre, que les budgets prévus pour l'agriculture bio et ce reliquat, qui est désormais de 200 millions d'euros, seront bien versés à l'agriculture biologique et aux agriculteurs bio? Qu'est-ce qu'on fait pour l'agriculture bio, sachant qu'on autorise les pesticides cancérigènes? Qu'est-ce qu'on fait pour compenser? Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac. Merci pour votre question. L'agriculture biologique, vous le savez, est un pilier essentiel de notre politique agricole qui vise à allier souveraineté alimentaire et transition écologique. Alors, le gouvernement n'a jamais cessé son soutien aux agriculteurs bio. Vous évoquez les 15 millions de l'agence bio. 10 millions étaient une subvention
à caractère exceptionnel. Vous n'ignorez pas le contexte budgétaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et avec le tarissement du plan de relance et celui de la planification écologique, il y a eu évidemment cette conséquence. Et je le déplore avec vous, mais vous connaissez en parlementaire responsable la situation que nous vivons. Par ailleurs, les 5 millions dédiés à la communication sont bien là cette année. La campagne a commencé et j'ai dit à la filière bio que nous essaierions d'aller chercher des crédits européens sur la poursuite de cette campagne de communication en 2026. Je rappelle qu'en 2025, elle a bien lieu. Maintenant, sur le reliquat bio de 257 millions d'euros sur la campagne 2023-2024. J'ai en effet, et j'ai réservé cette annonce au Congrès des jeunes agriculteurs, que je donnerai une partie de ce reliquat aux jeunes agriculteurs dans l'aide aux revenus. Vous savez qu'on a devant nous le mur du renouvellement des générations en agriculture. Il faut que nous encouragions les jeunes à aller vers les métiers agricoles et pour ça, il faut leur assurer un revenu en début de carrière. Et parmi les jeunes agriculteurs, mesdames et messieurs les députés, vous n'ignorez pas qu'il y a des agriculteurs en bio. Voilà, donc il faut quand même le dire. Pour le reste, monsieur le député, pour le reste, il y aura une revalorisation de l'éco-régime. Il y aura, selon toute probabilité, un programme opérationnel sur le lait bio. Quasiment 1 euro de l'Union européenne sur 2 est conditionné à des critères agroécologiques, vous le savez, et c'est une politique que je poursuivrai. Merci beaucoup, madame la ministre. Ouais. Monsieur Molac. Merci Madame la Ministre. Il faut rester très attentif à la filière bio qui a beaucoup souffert les 2 dernières années. Là, ça va un petit peu mieux, mais il faut vraiment continuer et bien sûr pousser les collectivités locales à appliquer la loi Egalim, c'est-à-dire les 20% de bio et 50% Laquelle, la 1, la 2 ou la 3 de signes de qualité dans la restauration collective, car je dois avouer que dans certains, et en particulier l'État avec ses hôpitaux, nous sommes à la peine. Ça dénonce, hein. Oh, ça dénonce. Alors, l'État n'applique pas la loi? Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question Horizon, les députés d'Édouard de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, la semaine dernière s'est tenue place Beauvau en présence de parlementaires, de représentants d'associations d'élus et de vous-même un premier point d'étape du groupe de travail relatif aux installations illicites des gens du voyage. Avec votre ministre délégué, Jean-Noël Buffet, vous avez souhaité associer les élus qui travaillent sur ce sujet. Et naturellement, avec ma collègue Nathalie Colin-Osterlé, nous avons participé à cette initiative. Les premières préconisations et orientations qui nous ont été présentées permettront de soulager les élus et de l'ensemble des territoires. Et le terme « soulager » n'est pas choisi au hasard. Élu à Reims ayant été longtemps chargé d'une délégation à la sécurité, je sais à quel point les installations sauvages sont une hantise, puis un cauchemar lorsqu'elles deviennent réalité. Ces installations sauvages ne portent pas seulement atteinte aux droits de propriété des communes ou des personnes privées concernées, elles occasionnent des problèmes de salubrité, de sécurité, engendrent des dégradations, des dommages matériels et environnementaux. Nombre de gens du voyage respectent leurs obligations. Malheureusement, d'autres s'en affranchissent, faisant ainsi porter un regard négatif sur l'ensemble de cette communauté. Nombre de nos concitoyens victimes de ces installations illicites sont donc dans l'incompréhension quant à l'impunité pénale réelle ou supposée de la part des contrevenants. Et il se développe dans nombre de territoires un sentiment de dissymétrie vis-à-vis de l'application et du respect des lois, gage de la vie en commun. Enfin, nombre de nos maires et élus locaux se trouvent démunis face à la destruction d'équipements publics dont la charge financière de la remise en état pèse sur leurs finances publiques. L'une des 2 propositions de loi sur le sujet dont je suis l'auteur a été inscrite à l'ordre du jour de la niche Horizon le 3 avril dernier. Elle n'a pu être examinée en séance faute de temps. Je me félicite pour aujourd'hui qu'un grand nombre de dispositifs inscrits dans ces 2 textes se retrouvent dans vos préconisations. Cela va dans le bon sens. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir quelle va être la suite donnée à ces préconisations et surtout dans quel délai. Nombre de nos concitoyens, de maires, de présidents d'intercommunalités et disons-le aussi de nos forces de l'ordre sont dans l'attente. Je vous remercie. J'approuve la blague, Bazar. La parole est à François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. C'est marrant, à l'Assemblée nationale, c'est toujours Buffet. D'abord, merci pour votre participation active au groupe de travail que nous avons mis en place il y a quelques mois et qui s'est réuni effectivement la semaine dernière
pour consacrer plus d'une vingtaine de propositions, en discuter et pouvoir en apprécier la pertinence. Et il est vrai qu'une partie des propositions qui ont été retenues ont été puisées à bonne source dans le texte que vous aviez déposé. Mais je voulais simplement rappeler, peut-être pour l'Assemblée, qu'en 2024 ont été recensés 1326 grands passages dans 78 départements, dont 569 étaient illicites, ce qui représente plus d'une installation sur 3 qui occupe un terrain public ou privé de manière sauvage. Au-delà de ça, les propositions que nous avons retenues, en tous les cas sur les thèmes, c'est renforcer l'efficacité des sanctions et leur application, renforcer les pouvoirs du préfet en matière d'évacuation de terrains occupés de manière illicite, renforcer les exigences d'utilisation des aires d'accueil et inciter à la réalisation des aires d'accueil et mieux anticiper les grands passages. Alors où en sommes-nous, puisque le fond de la question est celle-ci? Nous aurons une nouvelle réunion, ensemble d'ailleurs, le 7 juillet prochain, au cours de laquelle on procédera aux derniers arbitrages. Pendant cette période qui nous sépare du 7 juillet, nous sommes sur le point de régler les derniers sujets qui relèvent du législatif ou du réglementaire. On le sait à peu près, mais dans les précisions que nous les voulons parfaites. Et donc au 7 juillet, les choses devraient être calées. Et à cet instant-là, nous préparons le texte dont j'espère, Monsieur le Premier ministre, qu'il sera prêt pour la fin du mois de juillet. Et qu'ensuite, il pourra prendre son chemin parlementaire normal. Voilà où nous en sommes. Nous voulons avancer vite. Ce groupe, sous la responsabilité du préfet à l'oncle, a fonctionné, je crois, assez bien. Et les mesures que nous espérons pouvoir mettre en place devraient être efficaces. Voilà, Monsieur le député, encore merci pour votre participation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Julien Brugerolles pour le groupe GDR. GDR, les communistes. Merci, Madame la Présidente. Salut, King Doris. Monsieur le Premier ministre, la réforme des retraites de 2023 est un affront sans précédent fait à l'ensemble des travailleurs de notre pays. Depuis 2 ans, vos prédécesseurs et vous-même avez choisi l'évitement et le contournement de la représentation nationale pour tenter de faire oublier la profonde injustice de cette réforme. Mais cette stratégie ne change rien. Plus des 2/3 des Français continuent de demander son abrogation. Dès le lancement du conclave, vous avez corseté toute discussion sur le rétablissement de l'âge légal de départ à 62 ans. Cette prise de position, totalement aberrante au regard des règles élémentaires de la négociation sociale qui s'ouvrait, a entraîné le retrait de la CGT et de Force ouvrière. Elle participe de l'enlisement que vous entretenez pour gagner du temps. De la même façon, vous avez déclaré hier ici qu'en l'absence d'accord, la réforme de 2023 continuerait de s'appliquer comme si de rien n'était. Le MEDEF n'en demandait pas tant, Monsieur le Premier ministre. Quel que soit le résultat du conclave, dont l'issue est toujours plus fragile, il ne répondra pas à cette demande claire qu'expriment les Français. Ils ne veulent pas d'un recul de l'âge légal à 64 ans. Le 5 juin dernier, les députés communistes et des territoires dits d'outre-mer de notre groupe ont fait adopter dans cet hémicycle, à une très large majorité, une résolution demandant d'abroger la réforme de 2023 et ses mesures rétrogrades. Ce vote, jusqu'alors confisqué à notre Assemblée, vous oblige et vous place devant une seule alternative, abroger ou recourir à un référendum. Cette alternative est la seule option pour sortir de la crise que vous entretenez, pour réparer l'offense faite au peuple. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin procéder à l'abrogation de cette réforme des retraites ou appellerez-vous à la mise en place d'un référendum? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. Bon, j'imagine que Catherine Vautrin va encore esquiver la question. À Monsieur le Premier ministre. Non, il n'a pas le droit. Mais c'est pas vrai, il prend la parole alors qu'il n'en a pas le droit, quoi. Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Brugerolles, il va dire que c'est lui qui ment. Au-dessus des sondages, c'est la vérité et la réalité de la situation. Ouais, son impopularité. Nous avons vu il y a quelques jours à peine le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été adopté par toutes les organisations qui sont membres du Conseil d'orientation des retraites et qui dit de manière absolument évidente quelque chose que nous ne devrions pas pouvoir mettre en cause dans cette enceinte, qui est que l'équilibre financier de nos régimes de retraite, de notre système de retraite, est absolument précaire. Que le seul moyen, c'est en effet qu'on s'accorde, toutes les forces syndicales et les représentations des entreprises, que l'on s'accorde pour qu'on trouve les conditions
et notamment pour ce qui concerne l'âge, en raison de la réalité démographique du pays, qu'on trouve les conditions pour que ces régimes soient équilibrés. Autrement, nous faisons quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, que vous faites depuis très longtemps et que les gouvernements successifs parfois ont accepté depuis longtemps, qui est de reporter sur les générations qui viennent la charge des pensions, du paiement des pensions de retraite aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, toujours la faute des autres et jamais la sienne. contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai indiqué à cette tribune lors du discours de politique générale et j'ai indiqué dans la lettre aux organisations qui participent à cette délégation qu'on a appelée le conclave, j'ai indiqué que s'il y avait un accord, même partiel, il serait soumis à la représentation nationale et s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'appliquer. Et ceci est d'une clarté biblique et donc nous aurons naturellement, aussi longtemps que cette assemblée siégera, nous exprimerons chacun notre position. Celle du gouvernement est très claire, c'est la seule qui défende l'intérêt et l'équilibre financier au bénéfice des Français et notamment des plus jeunes des Français. Ah bah bien sûr, c'est une réforme pour les jeunes, bah oui. Bah oui, oui, oui. La parole est à monsieur Éric Michaud pour le groupe UDR. UDR, les députés d'Éric Ciotti pour la dernière question. Merci Madame la Présidente. Côté Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, la décision de votre gouvernement d'interdire les entreprises israéliennes au Salon du Bourget est une faute lourde. C'est non seulement une faute morale, mais c'est aussi une faute stratégique majeure. Stratégique, car Israël constitue un rempart pour la sécurité du monde. Un rempart contre l'État terroriste iranien et son programme nucléaire. Indigne moralement, vous interdisez les stands israéliens dissimulés derrière des panneaux noirs. En d'autres temps, sous d'autres gouvernements, sous un autre gouvernement, ces panneaux auraient été jaunes. Oui, jaunes. Mais quelle indignité! Vos explications sur les armes offensives ne tiennent pas. La faute est lourde et sans appel. Pendant cette interdiction, la dictature islamique bombarde Israël et menace le monde. Pourquoi refusez-vous clairement de soutenir Israël contre l'Iran qui menace la paix mondiale? Peut-être parce que Israël menace la paix mondiale. Un État terroriste qui fait peser le risque d'une guerre nucléaire. En s'attaquant aux entreprises israéliennes, la France favorise le régime terroriste iranien. Une dictature islamique qui emprisonne. C'est quoi ces raccourcis? Et nous menace de destruction. Allez-vous clarifier votre position et réaffirmer votre soutien à Israël? Considérez-vous que l'Iran est notre problème et notre ennemi? Considérez-vous qu'Israël est notre ami? Pouvez-vous assurer aux Français que notre place aux côtés d'Israël est sans ambiguïté? Merci. Ah bah, contrairement à votre ligne, qui est pleine d'ambiguïté chez vous. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Franchement, je plains Laurent Saint-Martin. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michaud. Je ne rebondirai pas sur une comparaison douteuse sinon honteuse que vous avez fait concernant la présence des entreprises israéliennes au Salon du Bourget face aux périodes les plus sombres de notre histoire. Je vous laisse à vos propres comparaisons que je qualifie à nouveau de honteuses. Concernant ce qui s'est passé au Bourget, c'est assez simple. Il y avait des conditions d'exposition pour toutes les entreprises. Ne pas perpétuer un génocide, par exemple? La très grande majorité, et y compris des entreprises sur le stand israélien, l'ont respecté, d'autres ne l'ont pas respecté, et les conséquences de la part de l'organisation ont donc été prises sur instruction du préfet. C'est aussi simple que cela. Cela ne change bien entendu rien à la position française vis-à-vis d'Israël, que ce soit évidemment sur la question de son soutien permanent au droit à se défendre, comme sur le sujet que vous avez évoqué vis-à-vis de la situation en Iran. Puisque vous m'avez également posé la question là-dessus, permettez-moi d'en profiter pour vous dire qu'avec l'ensemble des postes de présence diplomatique et des consulats, notre priorité est tout d'abord d'assurer la sécurité de nos ressortissants, qui est en cours avec un dialogue permanent et à 16h encore
une réunion autour du président de la République aura lieu sur cette question-là pour pouvoir à la fois leur assurer la sécurité, mais aussi les meilleurs moyens pour pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, repartir en France, notamment via les voies terrestres et notamment pour les près de 200 000 ressortissants français qui sont en Israël. La question de la lutte et du refus de la France de voir l'Iran se doter d'une arme nucléaire, elle n'est pas nouvelle. C'est celle qui a permis justement pendant des années et des années, notamment il y a 10 ans par la négociation, par la voie diplomatique, d'avoir justement une situation qui nous permettait d'éviter cela. Nous gardons avec constance cette même position. Nous gardons avec constance cette même position, non au fait que l'Iran puisse se doter d'une arme nucléaire. Et oui au respect du temps de parole. Oui, mais vous n'avez pas réellement répondu à la question. Finalement, vous défendez qui? L'Iran ou Israël? Clairement. Merci beaucoup. Eh ben, on n'aura pas la réponse puisque le temps est épuisé. La séance est suspendue. Elle reprendra à 15h. Très bien, c'est la fin de cette séance de questions au gouvernement côté Assemblée nationale. Nous, comme d'habitude, on va enchaîner avec le Sénat, mais on va faire une coupure dans la VOD. Voilà, on se retrouvera dans la VOD suivante si vous voulez en voir plus du côté du Sénat. Bon, finalement, on aura parlé pas mal de situation internationale. C'est logique, ça se comprend. Et on aura aussi pas mal parlé des retraites. C'est logique, ça se comprend, avec l'actualité du conclave des retraites. C'est fou de voir comment les éléments de langage tombent dès qu'on met les macronistes, finalement, face à leurs contradictions. Mais bon, on n'est plus à ça près. Je vais tout de suite mettre fin à cette VOD YouTube. Je t'invite encore une fois à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour cette VOD. Et puis bien sûr, je t'invite aussi à cliquer sur la VOD suivante dès qu'elle sera sortie du côté du Sénat pour qu'on puisse en découvrir plus. Et nous, on va faire un petit débrief en attendant Gérard Larcher. Voilà. Allez, des bisous YouTube.